Dans un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Ce lundi 6 avril étant férié, les studios de Radio Libre en Périgord sont fermés. La chronique que je vais vous présenter a donc été enregistrée il y a quelques jours. Dans cette chronique, je vais vous parler de deux publications de la libre pensée. L'une, La Raison, est la publication mensuelle de la Fédération nationale de la libre pensée. L'autre, Front laïque, est la publication de notre groupe de libre penseurs de Dordogne, le groupe Fred Zeller. Commençons donc par La Raison, la publication de la Fédération nationale de la libre pensée, dont le dernier numéro vient d'être publié. Voici ce que dit le président de la Fédération nationale, Benoît Steckenburger, dans cet éditorial qui entame ce nouveau numéro de La Raison. Penser en souffle le vent mauvais. En ces temps tumultueux, assumer une liberté de pensée n'est pas une sinécure. L'espace public est envahi par la violence de l'extrême droite, quel que soit son visage, politique ou clérical. Le sens des nuances laisse la place aux anathèmes sur des plateaux où des pugilats sont de plus en plus encouragés qu'arbitrés par des édictocrates rangés à son idéologie. Raison de plus pour vouloir garder raison. Et pourtant, ce n'est pas facile. Nous n'avons pas toujours l'optimisme de la volonté quand toutes les raisons nous poussent à l'inquiétude. Partout, les tensions, le racisme et l'exclusion se déchaînent. Il faut pourtant le rappeler et témoigner en ces temps où le silence confine à la complicité. Ne pas dire, ne pas s'opposer à la vague brune, c'est la cautionner. Hier, être antifasciste relevait d'une évidence. Aujourd'hui, c'est devenu une déviation que certains dirigeants, à commencer par Trump, veulent criminaliser, comme ils criminalisent progressivement l'expression politique et syndicale, voulant même museler la science ou interdire le débat universitaire. Ce devoir de vigilance, qui peut parfois fâcher, nous l'assumons. L'agression du Venezuela, en rupture avec toutes les règles de droit international, annonce des années de brutalisation du droit international menées par le leader mondial de l'extrême droite 2.0, Donald Trump, appuyé par Elon Musk, et ce que l'on appelle parfois le technofascisme. Peu de recul dans le pays qui brûlait le pape en effigie chaque 5 novembre. Nous y reviendrons dans un autre article de ce numéro de La Raison. Le racisme a désormais libre cours et n'hésite pas à détourner les mots des combats émancipateurs. Le rapport de la Défenseure des droits de 2025 montre que la discrimination pour motifs religieux touche davantage les femmes musulmanes que les autres parties de la population. Et au travail, certains confondent la neutralité nécessaire des agents et la discrimination. C'était l'un des points de notre précédente chronique. Il faut donc tenir la ligne contre tous ces détournements et commencer par rappeler nos combats, ceux de nos militants comme Alexandre Hébert, libre penseur anticlérical, engagé dans les combats laïques, héritiers d'une tradition qui combat l'idéologie d'État, les compromis avec la doctrine sociale de l'Église et toute tentative de subordonner la laïcité aux appareils politiques. Ces luttes sont parfois trahies, comme le montre l'article consacré aux fusillés pour l'exemple, que François Hollande a refusé de réhabiliter, se faisant ainsi parjure, et qu'Emmanuel Macron a insulté, comme l'écrivait Victor Hugo, le casque aussi bien que la calotte amoindrit le cerveau. Heureusement, la liberté de penser est vive. Elle ne sanctifie rien, ne s'autorise tous les blasphèmes. Le retour sur l'histoire de Charlie Hebdo en restitue peut-être le véritable esprit. C'est ce qu'il faut continuer à douter. À l'image des philosophes sceptiques antiques qui, après Socrate, contre le platonisme parfois, savent que c'est à la raison de fixer les bornes de la raison. Et puis il reste l'art. Face à Donald Trump qui peut transformer la police de l'appareil d'État en milice fasciste, l'ICE, des artistes se lèvent. Le 27 janvier, Neil Young offre l'accès gratuit à son catalogue aux Groenlandais. Le 28, Brune Tritin, infatigable défenseur de la classe ouvrière, écrit Streets of Minneapolis, que nous avons écouté dans cette chronique, opposant le sang et les os des victimes aux mensonges de l'administration MAGA après les meurtres de René Good et Alex Pretty.
Et il reprend donc, pour terminer son éditorial, les paroles de la chanson de Green Street Thing. Oh, how Minneapolis, I hear your voice, crying through the bloody mist. We'll remember the names and those who died on the streets of Minneapolis. Voilà, donc ça, c'était l'éditorial qui présente donc les principaux articles de ce nouveau numéro de La Raison. Et je vais d'ailleurs tout de suite reprendre l'un des articles cités dans cet éditorial dans l'Amérique coloniale, le Pops Day, c'est-à-dire cette initiative où l'effigie du pape était brûlée. 50e vice-président des États-Unis en fonction depuis le 20 janvier 2025, James David Vance, dit Jill Evans, né en 1984 dans l'Ohio rural, a été élevé dans la foi évangélique. En 2019, il s'est converti au catholicisme. Vance déclare alors: Je suis devenu persuadé au fil du temps que le catholicisme était vrai. Et Augustin m'a donné un moyen de comprendre la foi chrétienne d'une manière fortement intellectuelle. Et pourtant, il y avait une tradition jusqu'à la fin du XVIIIe siècle qui faisait que tous les 5 novembre, au Pops Day, il y avait de grandes réjouissances où on brûlait le pape en effigie. La Pop Night, également appelée Pops Night ou Pops Day, était une fête anticatholique célébrée chaque année le 5 novembre dans les colonies américaines. Elle est issue de la Gay Fawkes Night anglaise qui commémore l'échec de la conspiration des poudres de 1605. Alors je rappelle donc que la conspiration des poudres de 1605 était un complot manqué, ourdi par un groupe de catholiques anglais provinciaux visant à assassiner le roi protestant, Jacques Ier d'Angleterre, et six d'Écosse, et à le remplacer par un chef d'État catholique. Au lendemain de l'arrestation, le 5 novembre, de Guy Fawkes, surpris en train de garder une cache d'explosifs placée sous la chambre des lords, le conseil de Jacques autorisa le public à célébrer la survie du roi par des feux de joie, condition qu'il ne présente aucun danger ni ne cause du désordre. C'est ainsi que 1605 fut la première année où l'échec du complot fut célébré. En janvier suivant, quelques jours avant l'exécution des conspirateurs survivants, le Parlement, à l'initiative de Jacques Ier, adopta la loi sur la célébration du 5 novembre, communément appelée loi de Thanksgiving. Voilà. Donc, pour cette précision. La Pop Night était particulièrement populaire dans les villes portuaires de Nouvelle-Angleterre, notamment à Boston, où elle était l'occasion pour la classe ouvrière de boire, de se révolter et de manifester son opposition à l'élite. La violence des gangs s'est inscrite dans la tradition des années 1740, les habitants de différents quartiers de Boston se battant pour avoir l'honneur de brûler l'effigie du pape. Au milieu des années 1760, ces émeutes s'étaient apaisées, et alors que l'Amérique coloniale se dirigeait vers la Révolution américaine, 1765-1783, les rivalités de classe de la Pop Night ont cédé la place à un sentiment anti-britannique. L'adoption du Stamp Act en mars 1765, je vais y revenir tout à l'heure, provoqua une grande agitation dans les colonies américaines. Les Sons of Liberty étaient alors le principal groupe de dissidents américains. Les Royal Nine, un groupe de 9 hommes d'affaires de la région, dirigeaient les Sons of Liberty et faisaient le lien entre le peuple et les classes plus aisées. Alors, je rappelle donc le Stamp Act, l'acte du timbre, abréviation de Duties in America's Colony Act 1765, fut adopté donc en 1765, et c'est la 4e loi sur le droit de timbre votée par le Parlement britannique. Il instituait que dans les 13 colonies américaines, tous les documents, permis, contrats commerciaux, journaux, testaments, livres et cartes à jouer devaient être munis d'un timbre fiscal. Cette loi fut votée afin de couvrir les coûts de la présence militaire nécessaire à la protection des colonies. Peu appliquée et finalement abrogée le 18 mars 1766, elle marque une étape vers la Révolution américaine. Donc, 1765, cet été-là, les Royal Nine organisèrent l'unification des foules du North End et du South End. Lors de la Pop Night de 1765, les habitants de la ville organisèrent une fête de l'Union avec un seul cortège mené conjointement par le chef de la foule du South End, Ebenezer McIntosh, et le chef du North End, Samuel Swift. Les deux foules cessèrent de se battre et McIntosh devint le chef du groupe uni. John Hancock et d'autres marchands patriotes leur fournirent de la nourriture, des boissons et des provisions. En 1775,
afin de ne pas offenser ses alliés canadiens, George Washington a publié un ordre interdisant à toutes les troupes sous son commandement d'y participer. L'adoption en 1774 du Québec garantissait aux Canadiens français la libre pratique du catholicisme dans la province de Québec, a suscité des plaintes de la part de certains Américains qui estimaient que les Britanniques introduisaient, citation, les principes papistes et le droit français. Ces craintes ont été renforcées par l'opposition de l'Église européenne à l'indépendance américaine, qui menaçait de faire revivre la Pop Night. Dans un commentaire datant de 1775, George Washington, peu impressionné par l'idée d'une telle résurrection, a interdit à ses subordonnés d'y participer. La dernière célébration connue du Pop Night à Boston a eu lieu en 1776, mais la tradition s'est poursuivie dans d'autres villes jusqu'au XIXe siècle. Et donc, cet acte du Québec dont on vient de parler, de 1774, est une loi promulguée par un Parlement britannique désireux d'éviter que le mouvement d'agitation en cours dans les 13 colonies anglaises d'Amérique ne se répandît chez les Canadiens de la province de Québec, l'ancien Canada de la Nouvelle-France. Constitué par une population à majorité francophone et catholique, les Anglais sont alors minoritaires, moins de 10% de la population. Voilà. Et donc, c'est notre ami Philippe Besson qui a rédigé cet article sur ce moment méconnu de l'histoire américaine. Voilà. Alors, et puis je voudrais, pour vous donner envie de lire ce nouveau numéro de La Raison, vous parler d'un autre article qui est toujours de notre président Benoît Fleckenborger, titré Le scepticisme antique, une liberté de penser. Le scepticisme antique n'est évidemment pas une doctrine dogmatique affirmant des thèses, mais une manière de philosopher qui consiste à ne pas transformer les opinions en vérités établies et à chercher dans la suspension du jugement la condition d'une vie sans trouble. On le fait habituellement remonter à Pyrrhon, c'est-à-dire moins 365, moins 275 avant notre ère. Mais il prolonge un geste socratique, reconnaître que la sagesse consiste dans l'adage je sais que je ne sais rien, et à mettre l'interlocuteur en contradiction, et se déploie en une véritable méthode avec Sextus Empiricus. De Pyrrhon aux esquisses pyrrhoniennes, le scepticisme devient ainsi une pratique réglée de mise à distance des croyances plutôt qu'une théorie parmi d'autres. Panorama de Pyrrhon à Sextus Empiricus. Pyrrhon contemporain d'Aristote passe pour le fondateur du scepticisme, au point que l'on parle de pyrrhonisme, par équivalence avec le scepticisme, notamment à partir de Montaigne et Pascal. On ne le connaît que par des anecdotes et par les écrits de ses disciples, notamment Timon, qui témoignent d'une philosophie centrée sur l'apparence et l'indifférence aux prétendus fondements du monde. Celui qui refuse d'adhérer à des thèses n'a rien écrit. Sa biographie souligne le décapage entre un adogmatisme radical et une vie ordinaire bien réglée, marié, citoyen, exemplaire. Il n'est pas paralysé par le doute, contrairement à ce que laissent entendre ses adversaires, mais traverse le monde sans s'accrocher à un savoir définitif. Deux traits caractérisent ce premier scepticisme. D'une part, une méfiance envers les données des sensations, illustrée par l'anecdote de son refus de se détourner devant les obstacles, chariots, précipices ou chiens, quand il refuse de se fier à ce qu'il apparaît comme critère assuré. D'autre part, un idéal d'ataraxie. L'épisode où il admire un cochon paisible sur le pont d'un navire au milieu de la tempête symbolise bien cette capacité à ne pas se laisser affecter par ce qui ne dépend pas de nous. Avec Sextus Empiricus, médecin du IIe siècle, le scepticisme gagne en rigueur. Ses esquisses pyrrhoniennes et les traités regroupés sous le titre Adversus Mathematicos offrent la première systématisation d'une méthode sceptique appliquée à l'ensemble des disciplines, logique, physique, éthique, mais aussi les techniques et les savoirs spécialisés. Loin d'être simple compilateur, Sextus se comprend lui-même comme héritier et gardien de la cohérence pyrrhonienne, prenant ses distances avec la nouvelle académie lointaine héritière de Platon. La méthode sceptique, une liberté dans l'enquête. Sextus définit le scepticisme comme, citation, donc, la faculté de mettre face à face les choses qui apparaissent aussi bien que celles qui sont pensées, grâce à laquelle, en raison de la force égale des objets et des raisonnements opposés, nous atteignons d'abord la suspension de l'assentiment et,
ensuite la tranquillité, et donc respectivement les poches et l'ataraxa. Esquisse pyrrhonienne, donc chapitre 1 et alinéa 8. Le scepticisme se situe d'emblée dans une pratique. Il ne s'agit pas d'affirmer qu'il n'y a pas de vérité, mais d'exposer des oppositions irréductibles de telle sorte qu'aucune thèse ne puisse s'imposer comme incontestable. Le sceptique ne nie pas le vrai. Il refuse d'adhérer à une prétention au vrai qui ne peut se justifier qu'au prix de la violence ou du dogmatisme. Le sceptique est d'abord un historien de l'apparence, thème repris donc dans les esquisses. Il se contente d'énoncer ce qui lui apparaît à un moment donné, sans prétendre dire que ce sont les choses en elles-mêmes. Rappelons que le mot historia signifie enquête, comme on conserve l'expression histoire naturelle. Ensuite, il suspend son jugement parce que la confrontation des doctrines montre un désaccord indécidable. Aucun critère ne permet de trancher sans revendiquer lui-même une autorité contestable. Enfin, il vise une finalité éthique. La sérénité suit la suspension du jugement, comme l'ombre suit le code. Image qui dit bien le caractère indirect et presque accidentel de l'ataraxie. Ainsi comprise, la méthode sceptique exerce une liberté de pensée. Elle libère l'enquête de la pression de conclure à tout prix et protège contre l'illusion qu'une doctrine puisse s'ériger en norme absolue pour la pensée et pour la cité. Vivre selon les apparences, une liberté sans rupture. Cette liberté ne prend pas la forme d'un retrait hors du monde. Sextus distingue 4 registres dans lesquels le sceptique règle sa vie sans opinion, la nature qui lui donne ses sensations et pensées, les impulsions, la faim, la soif, les lois et coutumes de la cité, les arts et techniques nécessaires à l'existence. Le sceptique mange, obéit aux lois, exerce un métier, mais il le fait sans conférer à ses pratiques un statut de vérité ultime ou de norme intangible. Il y a là une forme de double dimension. Extérieurement, un conformisme apparent, suivre les usages pour se protéger et vivre en paix. Intérieurement, une liberté radicale puisque aucune institution ni aucun discours n'est doté du privilège d'être vrai par principe. Sur le plan politique, cette attitude conduit à évaluer les décisions en fonction des coutumes et des situations plutôt qu'en vertu d'une théorie du juste absolu. Interrogé sur l'obéissance à un tyran, Sextus précise que le sceptique choisira certains actes non par conviction métaphysique, mais selon les lois coutumières et l'utilité, sans jamais sacraliser le pouvoir ni le renverser au nom d'une vérité supérieure. Raison critique et trop. Le scepticisme antique se distingue par une analyse très fine des prétentions de la raison. Plutôt que de célébrer la raison comme faculté d'accéder au réel, Sextus en signale les impasses, désaccords, insolubles entre doctrines, chaînes de justification sans fin, relativité des points de vue, recours à des principes indémontrables ou à des cercles argumentatifs. Les 5 tropes d'Agrippa, désaccord, régression à l'infini, relatif, hypothèse, diallèle, en exposent les types. Chaque voie empruntée par la raison pour se fonder débouche soit sur l'infinie recherche de preuves des preuves, soit sur la pétition de principes qui arrêtent arbitrairement la volonté de prouver. Cette critique ne vise pas à détruire la raison, mais à la rapporter à un usage modeste et thérapeutique. La raison devient l'instrument d'une skepsis, c'est-à-dire une enquête critique qui guérit de la présomption dogmatique en montrant que tout critère de vérité est lui-même contestable. Sextus compare explicitement la philosophie à une cure. Le sceptique veut guérir par le discours de la présomption et de la prévention dogmatique. Citation. Et pour cela, s'abstient d'ajouter aux représentations des jugements de valeur qui engendrent crainte et culpabilité. Langage et signes, parler sans garantir l'être. L'analyse sceptique est comme aussi les prétentions du langage accolées au réel. En logique, Sextus reprend la division stoïcienne pour mieux en contester les présupposés, notamment dans la théorie du signe. Il justifie le signe incontestable lorsqu'on lui attribue une fonction indicative, c'est-à-dire lorsqu'on prétend voir dans un phénomène le signe d'une réalité invisible. Par exemple, le corps comme signe de l'homme. En revanche, il admet des signes commémoratifs qui ne font que rappeler une expérience passée.
la cicatrice comme souvenir d'une blessure, suffisant pour la vie pratique. Ce geste abolit l'idée d'un rapport fixe entre signifiant et signifié. Les mots ne sont pas le miroir des choses, mais de simples instruments d'usage, sans garantie métaphysique. De même, dans l'exemple classique du miel, le sceptique admet l'apparence il me semble doux, tout en refusant de dire qu'il est doux en soi. Le langage est reconduit à un régime descriptif, indexé à la seule apparence des choses. Liberté de pensée, raison et langage. On peut alors comprendre en quel sens le scepticisme antique met en œuvre la liberté de penser. En refusant d'accorder à la raison un pouvoir d'atteindre des essences, il la reconduit à un exercice critique qui empêche les systèmes de se figer en dogmes. En montrant que le langage ne fait que décrire des apparences sans jamais garantir l'être, il nous délivre de l'illusion que certains discours philosophiques, religieux, politiques seraient vrais et incontestables par nature. Cette liberté n'est pas la licence arbitraire de tout dire, mais un art de parler en première personne, authentiquement, à partir de ce qui apparaît, en s'abstenant de définir et de figer ce dont on parle. Le sceptique fait un usage rigoureusement limité de la raison et du langage. Il s'en sert pour examiner, non pour trancher, pour décrire, non pour fonder, pour vivre mieux, non pour imposer une doctrine. Et donc, verbatim, j'affirme, c'est une citation, que nous ne savons pas si nous savons quelque chose ou si nous ne savons rien, et que nous ne savons même pas s'il existe un ignorer et un connaître, et plus généralement, s'il existe quelque chose ou s'il n'existe rien. Timon affirme que l'apparence, où qu'elle se présente, l'emporte sur tout. Sextus définit le scepticisme comme, et c'est une citation, la faculté de mettre face à face les choses qui apparaissent aussi bien que celles qui sont pensées, grâce à laquelle, en raison de la force égale des objets et des raisonnements opposés, nous atteignons d'abord la suspension de l'assentiment, l'hypoché, et ensuite la tranquillité, ataraxia. C'est dans les esquisses pyrrhoniennes. Voilà, donc ça c'est l'article de Benoît Steickenburger sur la rubrique philosophie du dernier numéro de La Raison, et j'espère que ça peut donner envie à nos auditrices et auditeurs de pouvoir se procurer cette revue. La Raison, là encore, il suffit de prendre contact avec donc le groupe Fred Zeller, dont je vais maintenant vous lire la présentation du dernier numéro de sa publication, donc Front laïque, qui vient d'être imprimé il y a seulement quelques instants. Voilà. Alors, dans ce numéro, je reviens un petit peu sur son sommaire, bien sûr l'éditorial de la présidente Chantal Lesoup, il y a une chanson sur le droit à l'IVG, un article sur le droit des femmes, un siècle de lutte, les femmes en Afghanistan, le 8 mars, donc bien évidemment en relation avec le 8 mars hein, qui date d'il y a seulement quelques jours, ces trois articles, entre clarté de l'esprit et ombre des dogmes religieux, l'avenir d'une illusion, Sigmund Freud, danger d'interprétation personnelle de la loi de 1905, municipale, question aux candidats. Donc là, ça revient sur l'initiative que nous avions prise, qui a été prise au niveau de la Fédération nationale et que localement nous avons traduit en nous adressant à un certain nombre de listes, ou plutôt aux listes qui se présentaient dans un certain nombre de communes. Et maintenant, nous nous adressons aux municipalités qui viennent de se mettre en place pour prendre contact avec elles et leur demander, leur poser la question de quelle est votre visibilité, votre positionnement sur les questions de laïcité, et nous joignons à ces envois donc un petit opuscule en version numérique qui est donc un genre de guide à l'usage des élus pour une gestion laïque des communes. Voilà. Donc d'un banquet à l'autre, puisque vendredi prochain, pardon, ça aura été donc vendredi dernier, compte tenu de la date de la diffusion de cette émission, s'est tenu le banquet du vendredi 10 ou du vendredi malsain. Donc, autre article dans cette revue, là, dans ce numéro de Front laïque, 14 mars contre racisme, fascisme et violence policière. Discours de la libre pensée lors du rassemblement du 14 mars. Eurenco, l'entreprise donc d'armement qui est à Bergerac, à qui profite le crime. Justice pour les Palestiniens, stop génocide, c'est le texte de l'appel pour le rassemblement qui s'est tenu donc le 28 mars. Et Amilcar Cipriani, un militant hors pair.
Voilà. Alors, c'était donc le sommaire détaillé de ce nouveau numéro de Front laïque que là aussi, vous pouvez vous procurer auprès des militants du groupe Fred Zeller, typiquement donc en écrivant à l'adresse mail groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr. Voilà. Et donc, je vous propose de vous lire maintenant l'éditorial que notre camarade et présidente Chantal Leossou a rédigé pour ce nouveau numéro de Front laïque. Donc, voici ce que dit Chantal Leossou dans l'éditorial. Depuis le dernier numéro de ce trimestriel, la guerre s'est encore étendue au Moyen-Orient. Le véritable visage du plan de paix de Trump s'étale maintenant au grand jour. Non seulement le peuple palestinien continue d'être massacré à Gaza et en Cisjordanie par l'armée israélienne et les colons israéliens, mais c'est maintenant le peuple libanais qui subit le même sort en pleine lumière sur nos écrans. Destruction des infrastructures et des logements, massacre de population, déportations forcées et massives. Les bombardements de Trump et Netanyahou en Iran tuent et détruisent et leur but apparaît avec une netteté dans les reportages et plus ou moins nettement dans les déclarations officielles. La suprématie de l'impérialisme américain sur le pétrole de la région et sur le détroit d'Ormuz et au final sur l'économie mondiale où s'affrontent les deux pôles, USA et Chine. Trump avertit en quelque sorte, les peuples devront se plier à cela ou mourir. Dans ce numéro, un article interroge sur les destinations de la production de Renko, l'entreprise donc de Bergerac, qui n'est pas sans lien avec la guerre qui s'étend, elle-même en lien avec le racisme, le fascisme et les violences d'État. Les peuples doivent se mobiliser contre tout cela. À notre échelle, nous l'avons fait à Périgueux, Bergerac, Sarlat le 14 mars, et encore le 28 mars à Périgueux, au moment même de la sortie de ce numéro de Front laïque. Et puisque notre revue sort fin mars, il fallait bien écrire un mot sur les droits des femmes ici et ailleurs sur l'histoire de leur combat. Le combat pour la liberté des femmes rejoint le combat pour la liberté de conscience, pour la laïcité. On lira ici un point de vue en réponse à un autre article paru dans un numéro précédent, instaurant ainsi un échange. Et une autre réflexion sur science, conscience, raison versus illusion et dogme religieux. C'est ainsi qu'on peut enrichir notre revue pour le bien de tous nos lecteurs et lectrices, analyser et échanger pour comprendre, pour pouvoir agir. Et pour ceux qui désespèrent, ont le moral dans le brouillard, un petit historique vivifiant sur la vie d'un militant hors pair, Amilcar Cipriani, pour en récolter éventuellement quelques graines d'énergie. Bonne lecture et à vos plumes si le cœur vous en dit. Voilà, donc cela c'était l'éditorial de ce dernier numéro de Front laïque. Pour vous le procurer, donc, je vous indiquais que vous pouvez vous adresser au groupe Fred Zeller de la Libre Pensée, dont l'adresse mail est groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr, ou bien en appelant le numéro de téléphone suivant qu'on vient de mettre en place, qui est un numéro du groupe Fred Zeller. Donc, je vous donne ce numéro, le 07 43 31 74 27. Je le répète, 07 43 31 74 27, numéro du groupe Fred Zeller. Vous pouvez laisser un message et nous rappellerons ou nous vous écrirons selon les choses à discuter dans les jours qui suivront votre appel et le dépôt de votre message. Voilà. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de cette chronique. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller, qui se tiendra donc, ce sera le lundi 13 avril. Bonne semaine. À lundi prochain. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive